Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Perspective. Salut Thomas. Salut! Bon alors Thomas, c'est un plaisir de te recevoir sur Sunrise et d'autant plus que là on va parler sur des sujets extrêmement idéologiques et qui te parlent énormément puisqu'on va parler d'Europe et je sais que c'est quand même ton cheval de bataille. Alors Thomas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si je suis certain que beaucoup de ceux qui regardent cette émission te connaissent déjà? Oui, donc Thomas Ferrier, historien de formation, cadre de la fonction publique et dirigeant, on va dire, du Parti des Européens, dont le nom est comme un programme, tout simplement. Oui, effectivement, c'est assez clair. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas complètement, je vais parfaire un peu cette présentation en disant que, au-delà de la question politique que tu défends, sur lesquels on peut avoir des avis, les avis qu'on veut, le fait est que tu es quelqu'un d'extrêmement érudit sur la question européenne. Tu ne le diras pas parce que tu es forcément modeste, mais je le dis quand même. C'est-à-dire que tu es vraiment très connaisseur à la fois de l'histoire de l'Europe, de ses traditions, mais aussi tu es quand même quelqu'un qui maîtrise énormément tout ce qui est lié à l'idéologie européenne, tout ce qui est lié aux valeurs européennes. En réalité, c'est tout à fait adéquat que tu sois avec nous aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser en profondeur à l'Europe, à l'Occident, et c'est donc armé de ton bagage intellectuel qu'on va pouvoir euh, s'aventurer sereinement sur ces terres parfois hostiles que sont les terres de la révolution idéologique. Puisque ce qui se passe dans cette émission, c'est tout simplement qu'on essaye de défricher des terrains inconnus, ou en tout cas qui ont peut-être été laissés de côté. Le tout avec toujours de la rigueur et de la précision, ça c'est absolu, c'est un impératif que je me fixe. On n'est jamais parfait, voilà, mais le but c'est de tendre vers cette rigueur maximale et cette précision maximale et d'en finir avec les postures. Voilà quel est l'objectif que je me fixe avec cette émission, c'est d'en finir avec les postures de droite, les phrases faciles. Voilà, avant c'était mieux. Le libéralisme, c'est pas bien. L'Occident, c'est le mal. Voilà. Plein de choses qui peuvent être vraies par ailleurs. Je ne dis pas du tout le contraire, mais qui sont des phrases bateaux, comme qu'on sort comme des réflexes pavloviens et qu'on n'a jamais interrogé véritablement. Et c'est contre ça, contre ces postures de droite, que je me bats, et c'est pour ça que je veux de la rigueur, de la précision. Si cette démarche vous intéresse, eh bien, vous pouvez évidemment la soutenir en soutenant Sunrise. Vous avez le lien dans la description pour soutenir financièrement la chaîne. Votre aide sera appréciée. Bref, Thomas, on est parti. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'Europe avec une question simple. Qu'est-ce que l'Europe pour toi? Mais d'abord, l'Europe, c'est ce qu'on dirait le continent blanc. Parce qu'après tout, on parle du continent noir, qui ne l'est pas d'ailleurs, mais on ne parle pas du continent blanc. Donc c'est un espace géographique de même peuplement, qui est porteur de la même civilisation, même s'il y a des variations en son sein, évidemment, comme il y a d'ailleurs des variations à l'intérieur de la France. Donc l'Europe, avant tout, c'est ce peuplement porteur et cette civilisation magnifique que nous connaissons, qui s'est exprimée sous différentes formes, que ce soit la civilisation mégalithique, la civilisation indo-européenne, le modèle grec, le modèle romain, la chrétienté médiévale, etc. Mais qui ne sont là aussi que des relectures d'un même germaine et d'une même philosophie générale. Même s'il y a des aliénations, hein, il y a des influences étrangères, exogènes, qui peuvent, comment dire, modifier l'Europe à la marge, on est quand même sur cette structure-là. Ok. Donc déjà, pour moi, c'est ça la base, et c'est pour ça que je défends par ailleurs une Europe politique, puisque je considère qu'on est sur cette unité profonde et même préhistorique. Ouais. Bah alors, sans parler trop de politique, parce que cette émission n'est pas le Ah non, lieu, mais mais j'étais je vois que obligé de le faire pour mon baptême. la propagande est prête à surgir. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment en dehors du terrain politique, même si cette discussion pourrait être d'ailleurs préparatoire à d'autres discussions politiques. Mais là, c'est vraiment, on est sur de la valeur et de définir euh, des. Correctement les termes. Ouais, voilà, exactement. Alors, l'Europe, c'est donc, si je comprends bien, à la fois un continent et une population, sans quoi je suis évidemment d'accord avec toi. Mais la question, c'est quelle est en fait la différence? Qu'est-ce qui différencie l'Europe du reste du monde? Qu'est-ce qui différencie euh, ce continent du reste du monde? Là, effectivement, d'abord, il y a le fait qu'il y a ces langues indo-européennes. Alors, on les retrouve en Iran, on les retrouve dans l'Inde du Nord, mais par rapport au reste du monde, en tout cas, c'est une spécificité.
il y a effectivement l'héritage latin et grec, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui se retrouve un petit peu en Afrique du Nord, par exemple, ou en Syrie. Il y a des temples grecs qui ont survécu, ou des temples romains, mais ils ne sont pas perçus de la même façon par les populations locales. Le rapport, par exemple, de l'Égypte contemporaine avec les pyramides, qui sont, elles, pourtant, elles, nées du génie de cette civilisation égyptienne, elles n'existent pas. On n'a pas du tout la même chose. C'est-à-dire que même si l'Europe est devenue chrétienne, elle n'a jamais répudié ce passé gréco-latin, alors qu'effectivement, le monde musulman n'en a strictement rien à faire. Même si Alors, pourtant, la philosophie grecque l'a pu l'influencer. Donc déjà, il y a ça, par exemple. alors ça, c'est intéressant. Et moi, je veux de la rigueur et de la précision, puisque là encore, je trouve que c'est une posture de droite que de dire nos origines, nos influences gréco-romaines, etc. Concrètement, est-ce que tu peux me dire quels sont ce qu'a apporté. C'est pas du tout pour dire que c'est faux, hein, ce que je dis, mais c'est parce qu'il faut qu'on soit précis. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'a apporté la Grèce antique et la Rome antique à l'Europe d'aujourd'hui? Des outils des outils philosophiques, des outils scientifiques, qui effectivement n'avaient pas le même objet. C'est-à-dire que la science grecque, par exemple, n'avait pas pour but de créer des techniques, des technologies, etc. C'était la science, pour l'amour, comment dire, de la sapience, c'est-à-dire effectivement de la sagesse. Comprendre l'univers, mais de manière, on va dire, sans autre but que cela. Mais ça nous a créé des outils intellectuels, des outils structurels, des outils mathématiques, qui, avec d'autres influences, par exemple les mathématiques indiennes, qui nous ont amené l'algèbre ou le zéro, ont permis l'essor scientifique de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe n'aurait jamais connu cette dynamique à partir du XVIe siècle de découverte et d'invention s'il n'y avait pas eu ces jalons antiques. Mais évidemment, eux n'avaient pas réussi, si on peut dire, à passer le cap de l'application pour la vie de tous les jours. Donc, les Ok, civilisations européennes ont inventé la science, elle a inventé la science moderne, et tous les scientifiques, y compris les Chinois et les autres dans le monde entier, finalement, utilisent des outils européens pour travailler. ça c'est certain. Mais alors ma question, pour être plus, j'essaie de la poser de manière plus précise parce que tu verras où je veux en venir, mais Mhm. quelles sont les valeurs intemporelles des Européens qu'on peut retrouver à travers l'histoire? Quels sont ces invariants qui définissent l'Europe selon toi? Déjà, il y a une perspective artistique du monde qui est, je crois, assez propre à l'Europe. Donc, la volonté de représentation, hein, c'est souvent dit par l'Institut Iliade d'ailleurs, et c'est à juste titre, l'homme européen représente son univers, il n'a pas peur de se représenter lui-même. Donc, il y a une volonté de, on va dire, poétiser le monde, d'une certaine manière, de le rendre plus beau, Ok. de le rendre plus esthétique, Mais alors là, je t'arrête un petit peu parce que euh, déjà, est-ce que c'est vraiment une spécificité purement européenne? Est-ce qu'on ne peut pas la retrouver, cette volonté, dans d'autres civilisations? Ben, ça me paraît pas évident. Si on prend par exemple la Chine, il y a des représentations évidemment, mais il n'y a pas, ça n'a pas donné un tel, comment dire, engouement, si on peut dire. La représentation est très limitée quand même. En Inde aussi, il y a des belles choses, hein, bien sûr, mais par exemple, la volonté d'être précis, d'améliorer les choses. Le statuaire grec est une amélioration de l'être humain. Ce ne sont pas les Grecs qu'on rencontre dans la rue qu'on représente en statue, mais une version améliorée de l'être humain. Cette volonté d'améliorer, on ne la retrouve pas du tout dans l'art figuratif des autres civilisations de la volonté du détail, par exemple, vraiment que ça soit réaliste. Cette idée de réalisme, là aussi, on l'a moins ailleurs. Il y a Ok. beaucoup de choses, même le sentiment écologique, par exemple. Ce sentiment écologique, on a l'impression que la planète étant, entre guillemets, menacée par la pollution générale, toutes les civilisations ont la même approche. Eh bien non. La Chine, par exemple, n'a absolument pas la même vision du monde, et l'Inde non plus, de l'espace, comment dire, environnemental. Il n'y a pas d'effort du tout, d'ailleurs, pour essayer de l'améliorer. La plupart des espèces, comment dire, qui existaient en Chine ont disparu. Seules celles qui étaient utilisables par l'être humain ont survécu, mais ils ont fait tout disparaître. L'Inde, c'est un peu moins le cas, mais parce que l'Inde a une petite parenté avec nous, je suppose qu'il y a un lien là derrière. Mais voilà, le monde asiatique, d'une manière générale, n'a pas de logique écologique. Ok. Euh, Prendre un exemple extrêmement concret. Il n'y a pas en Europe cette volonté, par exemple, d'aller récupérer des os de tigres, de requins ou je ne sais pas quoi pour faire des poudres, comment dire, qui auraient des vertus comment dire, favorables à la sexualité. Et ça, c'est Ouais, mais typique du monde ça peut asiatique. être peut-être vrai par le passé, non? J'en sais rien. Ben, ça l'est encore, puisqu'on voit bien que le trafic d'ivoire, notamment, est très Non, mais lié à en cela. Europe, je veux dire, en Europe, ça peut être vrai Ah par non, le mais en passé. Europe, non. Ben, en Europe, d'abord, je pense pas qu'il y ait eu cette lecture-là. C'est une lecture très c'est pas dire primitive, d'ailleurs, c'est pas le bon terme, mais c'est une lecture très particulière. Chaque civilisation a vraiment ses propres axiomes. Une chose bien connue, mais effectivement, c'est toujours mieux de le dire, c'est que la lecture de
du rôle de la femme dans la société n'est pas du tout la même dans la civilisation européenne et dans d'autres civilisations. Évidemment, ça peut évoluer dans les autres civilisations, parce qu'en plus, l'Europe influence les autres de même façon qu'elle est influencée. Là, l'Europe influence beaucoup. On verra pourquoi c'est une bonne et une mauvaise chose. Mais voilà, le fait qu'il y ait une forme de complémentarité mutuelle homme-femme, qui est un respect mutuel, c'est quelque chose d'important. Alors, ça n'a pas été toujours le cas. Ouais, parce que dans la Rome antique, voilà, c'était pas Rome, exactement le cas. davantage que la Grèce. La Grèce classique a été influencée par l'Orient sur la perception de la femme. Donc, il y a quand même des femmes très libres, Aspasie, la compagne de Périclès, etc. Mais c'est vrai que le mode grec est influencé par les Crétois, paradoxalement, qui sont la matrice non indo-européenne de la Grèce, étaient beaucoup plus libéraux en matière de femmes, puisqu'on voit beaucoup de représentations dans les palais de Knossos et autres, de femmes quasi dénudées, libres, etc. De même, à Rome, la femme pouvait divorcer comme le mari, il y a des représentations de femmes en bikini à Pompéi, etc. Donc, on voit bien que malgré les postulats grecs qui sont assez misogynes, eh bien, malgré tout, le monde européen, y compris classique, traitait les femmes de manière beaucoup plus favorable que le reste du monde. Alors, c'est pour rebondir un petit peu là-dessus, sur quelles sont les valeurs européennes, les invariants. Moi, je veux et tu as bien répondu à cette question. Évidemment, je vais t'en donner quelques autres et on pourra compléter. Et puis, on n'est pas exhaustif, hein, mais c'est important de les définir parce que quand on parle des valeurs européennes, généralement, on n'est pas précis, on n'est pas rigoureux. C'est une posture. On dit oui, les valeurs européennes, voilà, les valeurs européennes sont bonnes. Oui, mais quelles sont-elles vraiment? Il y a peu de gens, en réalité, qui sont capables d'en donner des valeurs extrêmement spécifiques à la civilisation européenne. Donc, c'est le travail qu'on s'attelle à faire là rapidement, mais qui évidemment doit être mené de manière plus large à un autre moment. Mais là, on essaie de le faire. Alors, j'avais demandé justement aux abonnés, aux soutiens financiers de Sunrise avec qui on échange sur Telegram, notamment sur ces questions-là. J'ai eu une contribution d'un abonné qui se reconnaîtra, merci à lui, qui était très intéressante et qui, à ma question sur quels sont les invariants européens, cette question que je viens de te poser, m'a donné plusieurs pistes très intéressantes qu'on avait évidemment, on a tous un petit peu en tête, mais qu'il est très bon de formaliser. Et je trouve que c'était intéressant. Donc, il y a d'abord, selon lui, la raison. Voilà, c'est-à-dire la volonté d'expliquer rationnellement les choses. Voilà, en déclarant, d'ailleurs, avec la méthode analytique qui est d'origine spécifiquement européenne. Donc, il y a une volonté d'expliquer rationnellement le monde qui nous entoure et les choses de manière générale, qui serait tendanciellement plus présente chez les Européens que dans d'autres civilisations. Je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que tu l'es aussi? Oui, alors je dirais qu'une des caractéristiques de la civilisation européenne, c'est que c'est une civilisation du doute. Et donc, le doute rejoint la raison. Le doute fonde la science, parce qu'effectivement, on peut penser, Aristote et les penseurs grecs le disaient, que l'Orient, par exemple, a une lecture beaucoup plus, on va dire, dogmatique et religieuse du monde. En termes clairs, les Grecs avaient une religion, certes, mais cette religion n'entravait pas leur capacité de doute. Ils pouvaient douter de leur Dieu, ils pouvaient douter de ce qu'on leur disait au départ. Voilà, Platon doute d'Homère. Il ne considère pas que le texte homérique raconte réellement la guerre de Troie. Et par rapport à cela, l'Orient a une lecture beaucoup plus de croyance, crédule peut-être, on va dire. C'est-à-dire, on ne doute pas. L'Égypte, par exemple, c'est une civilisation qui ne change pas d'intemporalité, parce qu'il y a une vérité dès le départ, la math en égyptien, et cette vérité n'est pas discutée. L'Européen n'admet pas de vérité, il discute sur tout. Ah, c'est marrant parce que même on peut retrouver ça, c'est une petite digression, mais finalement dans l'islam, avec le Coran qui est la parole incréée de Dieu qu'on ne peut pas contester, alors que Dieu sait que la parole divine, les évangiles, etc., ont été remis en doute dans toutes les époques, et surtout qu'il y a eu l'Europe a eu du mal à le faire quand même. Il a fallu Ernest Renan au 19e siècle pour vraiment aller loin, mais c'est vrai. En tout cas, l'Europe l'a fait. Ouais, l'Europe l'a fait. Voilà, le monde musulman, lorsqu'il y a des auteurs critiques de l'islam, qui l'analysent, ce sont des auteurs européens ou qui vivent en Europe. Ouais, exactement. Donc, intéressant. Alors, autre chose qui me paraît spécifique aussi aux Européens, et donc que je partage là, l'individualisme et la liberté. Alors, pas l'individualisme au sens chacun pour soi, etc. Bien entendu, il s'agit de gradation. On n'est pas dans l'ultra-individualisme, mais par rapport à d'autres civilisations qui sont beaucoup plus, on va dire, communautaires, ou en tout cas où le groupe prime sur l'individu,
en Europe, l'individu est beaucoup plus mis en avant dans nos civilisations, et ça va d'ailleurs de pair avec la liberté. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, alors même si en Europe, il y a une parenthèse à bien indiquer sur cela. Entre la fin de l'Empire romain, on va dire, et la Révolution française, malgré tout, on n'est pas dans le modèle européen d'homme libre. C'est-à-dire que Hippocrate, il y a 2500 ans, définit l'homme européen comme aimant la bravoure et étant par principe un homme libre. Il oppose cela aux orientaux qu'il qualifie d'esclaves par nature, ce qui est donc caricatural et excessif, mais ça montre bien l'importance de l'homme libre. C'est-à-dire que l'Européen est un citoyen. Il a été un sujet à l'époque monarchique, et c'est la preuve que c'était pas un modèle européen d'ailleurs. Oui, mais ça, c'était comment dire, c'était la nomenclature administrative, mais il était libre quand même. C'était pas un Alors, esclave. c'est plus compliqué que ça, mais disons, pour aller à l'idée simple, en tout cas, l'affirmation en tant que telle du citoyen et de l'homme libre, ça date de la Révolution française, plus ou moins. Et ça date de l'Antiquité, évidemment. Bien sûr, il y a des systèmes mixtes. Mais par exemple, la démocratie, on parlait de valeurs. On parlait de valeurs européennes. La démocratie est spécifiquement européenne. Qu'elle soit grecque ou d'ailleurs qu'elle soit barbare, entre guillemets, puisqu'il y avait des formes de démocratie chez les Scandinaves, chez les Slaves, la Vietché, la Grande Assemblée populaire de Novgorod, par exemple, etc. Donc, c'est un modèle démocratique qui vient sans doute des Indo-Européens, mais qu'on ne retrouve pas en Iran ou en Inde. Donc, vraiment, la démocratie au sens strict, c'est que le peuple est capable lui-même de décider de son destin, sans que ça lui soit imposé par une ou plusieurs personnes, c'est spécifiquement européen. On n'est pas ça ailleurs. Ok. Et quand même, alors je suis pas un spécialiste de cette période, mais même cette parenthèse dont tu parles, en gros de la chute de l'Empire, donc le Moyen Âge, pour faire très simple, je pense quand même qu'on avait une structure philosophique qui était d'un individuel par rapport à des sociétés très communautaires, où on prend typiquement l'exemple asiatique. Je pense qu'il y avait quand même l'individu qui était plus mis en avant philosophiquement, on va dire, que le groupe dans de certaines autres civilisations. Oui, d'ailleurs, même pour aller dans le sens contraire de ce que j'ai dit, le christianisme, malgré tout, bien qu'il soit oriental d'essence, a affirmé le salut individuel. Ouais. Donc le salut individuel, c'est quand même un rapport personnel entre Dieu et chacun, malgré tout. Oui, et puis on peut le voir au Moyen-Âge, il y a des artisans, je veux dire, qui se mettent en valeur aussi, en plus de leur corporation, quoi. Voilà, c'était un équilibre qui était plus, je suis d'accord, effectivement, ne serait-ce que parce que il y avait effectivement des serfs, hein, donc effectivement, dur de parler de liberté totale dans ces cas-là, mais c'était aussi dû aux contraintes de l'époque. Bon, voilà, comme à l'Empire romain, il y avait de la liberté pour les citoyens, et oui. voilà. Le fait est que ce qui est compliqué, c'est que la liberté a un prix. Et les Romains, notamment, ont oublié le prix de la liberté. C'est aussi une valeur européenne, d'ailleurs, c'est que la liberté se mérite. La liberté est l'expression de la bravoure. Quand les Romains n'ont plus voulu faire leur devoir civique, n'ont plus voulu se battre pour la cité, n'ont plus voulu, finalement, être patriotes au sens strict, la République, donc le modèle démocratique, si on peut dire gréco-romain, ne pouvait plus tenir. Car les hommes renonçaient à se battre pour le défendre. Et c'est un peu le danger de notre société d'aujourd'hui, là aussi, où les Européens renoncent, pour l'instant, à se battre pour leur modèle. Avec aussi une chose qui est un petit peu ma vision des choses du moment, c'est ce que j'appelle le mécanicisme, c'est-à-dire les circonstances qui jouent aussi autant, voire plus que les idéologies dans plein de cas. Et s'il y avait des serfs au Moyen-Âge, des esclaves dans l'Empire romain, c'était aussi odieux cela puisse paraître, c'était aussi une contrainte. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de technique suffisante pour faire tourner la société de la même manière que nous, on peut voir la nôtre tourner, eh bien malheureusement, il y a obligatoirement, et toute l'histoire de l'humanité nous le prouve, des gens qui sont dévolus à des tâches subalternes et qui sont parfois forcés de le faire, c'est dans toute l'histoire. Et c'est-à-dire que qu'il y ait eu des esclaves ou des serfs, ça n'enlève pas que le primat philosophique qu'on peut extraire de l'histoire européenne, qui est d'une certaine manière l'individualisme ou la liberté, ça n'empêche pas, le fait qu'il y ait des serfs, des esclaves n'empêche pas cela, parce que c'était aussi dû à des contraintes techniques de l'époque, et que l'esclavage était répandu partout. Il y a une autre raison. Il y a une autre raison, effectivement, c'est que l'esclavage n'a fait que remplacer l'esclavage.
En fait, philosophiquement, la pensée européenne a été considérée que les tâches de matière agricole, par exemple travailler les champs, c'était plutôt réservé aux esclaves. Il y avait l'énorme latifundia à Rome, où il y avait beaucoup d'esclaves qui travaillaient dans les champs. Et les hommes libres étaient plutôt les organisateurs, ingénieurs, techniciens qui allaient les faire travailler. L'esclavage a été remplacé par le servage, c'est-à-dire le sentiment, faux sentiment de liberté. Le serf croit qu'il est libre par rapport à l'esclave, mais il ne l'est pas. Mais il croit qu'il l'est. C'est toute la différence. Et en fait, on s'est rendu compte à l'arrivée que le bon modèle, c'était l'homme libre. Et que l'homme libre était le meilleur agriculteur et celui qui finalement était le plus rentable. Ouais, okay. Et on l'a vu en Russie et ailleurs. Donc, c'est vrai, tu as raison là-dessus. Le servage n'a fait que remplacer l'esclavage. Après, ce n'était pas les mêmes individus et ce n'était pas la même façon de voir. Mais alors, la valeur travail, c'est quelque chose qui n'est pas spécifiquement européen finalement, parce que Non. tous les verbes, si tu vas dans toutes les langues d'Europe, tu regardes, par exemple, je parle en russe, par exemple, работать, ça veut dire travailler. Tous les mots, à part le mot français travail, viennent de mots esclaves. Rab en russe, c'est esclave, работать, travailler, esclave. Ah, ok, d'accord. Voilà. Travail en français, ça vient de tripalium, un instrument de torture, c'est beaucoup mieux. Ouais, je ne sais pas ce qui est le mieux entre être un esclave ou être torturé, j'en sais rien. Je pense que Voilà, c'est quand même esclave exactement. pour le coup, mais ça c'est pas de beaucoup. Alors, au-delà de ça, aussi autre spécificité européenne, la curiosité, l'exploration, le progrès. Là, il me semble que c'est difficilement niable. Effectivement, les Européens ont été sans doute la civilisation, et sont toujours d'ailleurs la civilisation la plus curieuse, la plus exploratrice, et qui est le plus tournée vers le progrès technique. Est-ce que tu confirmes cela? Le fait que 95% environ des découvertes scientifiques qui étaient dues à l'Europe dans toute l'histoire laisse penser quand même que c'est une spécificité. Le côté aventurier, oui, on sait qu'il y a eu d'autres aventuriers, mais par exemple Marco Polo qui va jusqu'en Chine, il n'y a pas d'exemple d'un Chinois à Paris, Ouais. dans le même sens. Les exemples sont sans fin. Non, mais tu as totalement raison. Donc ça, c'est quand même une spécificité européenne qu'on peut clairement mettre en avant, le progrès technique, etc., la curiosité. Le rapport à la femme, ça, tu l'avais déjà dit. Et on est bien obligé de mettre dans cette spécificité européenne aussi. J'ai parlé de valeurs, mais parlons également de spécificité biologique, puisque cet ensemble de valeurs, comme tous les travaux de recherche scientifique nous le montrent, les comportements, les différences de comportement entre individus ou entre groupes de population sont en partie, pas exclusivement, mais sont en partie génétiques. Il se peut aussi qu'il y ait un cocktail biologique spécifiquement européen qui influence un petit peu toutes ces valeurs. Est-ce que c'est une hypothèse qui te paraît correcte ou pas? Oui, alors parce que par exemple, si on prend le simple domaine du quotient intellectuel, le fameux QI, bon, on constate que les populations asiatiques ont un QI légèrement supérieur à celui des Européens. Est-ce que pour autant, ils ont démontré par ce biais-là une capacité civilisationnelle égale à la nôtre? Non. Alors moi, je crois à un concept, mais il est débattu, qui est le QE, quotient émotionnel, qu'il y a une Ouais, il est capacité, très que débattu, voire j'appellerais même. autrement d'ailleurs. Il est très, Je très l'appellerais débattu, autrement. voire Ouais. un peu Alors, disqualifié. on On va pourrait pas se appeler ça, mentir. alors, utilisons d'autres termes. Disons qu'il y a un indice de créativité. Okay. Ouais. Et que cet indice de créativité n'est pas facile à démontrer. Alors, je l'appelle ça QE, mais on pourrait appeler ça autrement. Il y a un indice de créativité spécifiquement européen. Ouais. Non, non, mais je suis d'accord. Il y a un cocktail qui est peut-être alors un peu d'intelligence, un peu de testostérone, un peu d'hormones diverses et variées que je ne connais pas, mais qui existent vraisemblablement, sur lequel ça serait intéressant de se pencher. Mais alors déjà, sur le quotient intellectuel, c'est déjà un sujet qui est déjà interdit. Alors si en plus Oui. on va faire un cocktail si on va chercher le cocktail biologique, je peux te dire qu'on va avoir du mal à le trouver. Mais en Mais de tout cas, manière plus basique, si on veut donner une version basique pour que les gens comprennent bien, le fait que l'homme européen se soit développé dans un environnement plus hostile, le fait que les conditions climatiques, de froid et autres aient été présents, ça a certainement motivé quand même davantage les populations européennes que celles qui étaient dans un environnement plus favorable. Donc on peut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a, je dirais, une pré-programmation parce que la difficulté crée la créativité. complètement. Non, non, mais c'est évident maintenant. C'est voilà. Enfin, en tout cas, ce qui était intéressant dans cette partie, c'est qu'on a pu donc donner une définition de l'Europe, donc à la fois continentale, un continent, un peuple, une même lignée de peuples apparentés biologiquement bien plus entre eux qu'avec les autres peuples, ce qui est donc une spécificité biologique. On a un continent, donc comme tu l'as dit, et puis on a aussi un ensemble de valeurs euh, qui me semble être distinctive des valeurs des autres civilisations. En tout cas, plus avancées en Europe sur certains points que dans d'autres civilisations. Euh, alors maintenant, ma question, puisque le sujet de notre émission, c'est la confrontation Europe-Occident, c'est de te poser la question,
qu'est-ce que l'Occident selon toi? Alors moi, personnellement, je n'utilise jamais l'expression Occident. Je dis toujours qu'il n'y a pas de civilisation occidentale. Ce que j'appelle on va dire l'Amérique au sens strict et autres, l'Europe étendue. C'est-à-dire qu'il y a l'Europe et il y a les extensions de peuplement de l'Europe. Donc, pour moi, enfin, dire, les États-Unis sont de civilisation européenne, même s'il y a des caractéristiques spécifiques qui ont ensuite pris. Il y a ce que j'appelle le syndrome du Mayflower, c'est-à-dire l'arrachement de ces gens à l'Europe, parce que même s'ils sont européens, ils quittent l'Europe et ils quittent l'Europe en considérant que l'Europe est un continent qui, par exemple, les opprime et qui seront beaucoup plus libres loin. Et on voit bien notamment l'importance de l'idéologie évangélique. Ouais. Il y a différentes formes d'évangélisme, mais notamment aux États-Unis, dans la communauté afrikaneur, où il y a une forme de protestantisme ethnique très spécifique, qui aujourd'hui s'affaiblit, mais qui a existé pendant longtemps. Et c'est le cas, évidemment, aussi du Brésil, où on l'a vu, notamment l'importance de l'évangélisme dans l'élection de Bolsonaro. Je t'interromps parce que je m'interroge quand même sur ce que tu viens de me dire. Pour toi, tu n'utilises pas le terme Occident, pourtant c'est un terme qui est très employé, que ce soit à Oui, droite pour définir le monde globalement anglo-saxon, que ce soit par nos ennemis, que ce soit par exemple les djihadistes, ou même désormais dans ses discours, ou en tout cas chez ses soutiens par les proches de Poutine et de la Russie qui aujourd'hui est un peu en guerre contre l'Ouest, on retrouve l'Occident ou l'Ouest comme ennemi. Je veux dire, on est désigné comme tel. oui. Pourquoi ça, c'est Oui, bien que ce mais terme recouvre une réalité. C'est pas l'ennemi qui me désigne. Le fait est qu'il y a des distinctions, mais moi j'appelle ça Extended Europe. Voilà, c'est l'Extended Europe. On est imitation d'un même sac en réalité. Mais pourquoi cette notion d'Occident existe? Parce qu'elle existe cette notion. Moi je dis que je ne l'utilise pas, c'est-à-dire que je ne la vois pas positive. Donc, prendre quelques exemples. Huntington, dans le fameux Clash of the Civilizations, oppose une civilisation occidentale qui regroupe donc l'Europe occidentale, une partie de l'Europe centrale et les États-Unis, et la distingue d'une Europe, on va dire, Est-Europe, une autre civilisation est-européenne autour du monde orthodoxe, donc la Grèce, la Bulgarie, la Russie, etc., et des petites poches de civilisations musulmanes, civilisations islamiques, Albanie et Bosnie et compagnie. Donc ça, c'est la définition de Huntington. Il y a une civilisation occidentale, mais qui coupe l'Europe en deux. Ensuite, il y a la thèse très extrémiste d'un Lesquin, mais elle est intéressante sur ce sujet. Il dit quoi? Il dit qu'il y a trois civilisations en Europe. Il y a une civilisation occidentale, donc, une civilisation russe, il l'appelle comme ça, et une civilisation orientale, c'est-à-dire qu'il considère que les Balkans sont dans la même civilisation que l'Éthiopie ou la Syrie, ce qui est ridicule, mais ça montre, comment est perçue les choses. La notion russe d'Occident existe, c'est le Zapad. Donc, il y a deux courants russes bien connus, hein, c'est classique, mais pour le répéter, il y a les zapadniki, donc les occidentalistes, qui veulent que la Russie suive le modèle du reste de l'Europe, et les slavophiles, qui veut dire au sens strict des amis des Slaves, ce qui est un petit peu absurde puisque les Slaves sont des Européens. Et donc cette distinction-là, qui maintenant s'exprime en eurasisme, hein, c'est toutes les thèses de Dugin disant que la Russie est une nation séparée du reste de l'Europe, eux parlent d'Occident. Donc pour moi, l'Occident est une notion qui divise les Européens, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Moi, j'utilise des notions comme l'Europe ou l'Europe étendue pour dire qu'on se regroupe et qu'un Européen. Je comprends bien, et moi d'ailleurs, je suis assez d'accord avec C'est toi un peu mon concept. au fond, mais on y reviendra, mais je veux dire, l'Occident, si tu devais donner, allez, sors de ton rôle, ne sois plus Thomas Ferrier et sois un analyste lambda, et quand on te, voilà, quand quelqu'un parle d'Occident, qu'est-ce qu'il entend généralement? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire généralement pour quelqu'un de lambda? Concrètement, Occident, ça veut dire le monde blanc, c'est tout. Ouais, donc mais est-ce que ça, alors voilà. Donc c'est synonyme d'Europe. Quand tu dis tu dis j'utilise pas le terme, mais on pourrait dire Occident égale Europe. Mais oui, mais le problème, et c'est pour ça que je fais cette émission aussi, c'est parce qu'il y a tout un courant à droite, et qui a peut-être raison d'ailleurs, hein, cette émission, elle est là pour s'interroger, elle n'est pas là pour asséner des vérités, elle est là pour interroger les postures et les confirmer ou les infirmer. Mais il y a tout un courant de personnes que j'estime à droite qui considèrent que l'Occident est un ennemi de l'Europe, et l'Occident, alors pour certaines de ces personnes, ça inclut même le Royaume-Uni, qui ne ferait donc pas partie de l'Europe. C'est donc le monde anglo-saxon, et ça serait un monde très opposé au monde européen. Alors ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se mette
à réfléchir à la lumière de ce qu'on a vu à l'instant, c'est-à-dire les valeurs européennes, et qu'on essaie de réfléchir et qu'on se dise tous les deux, bon, bah, analysons cette posture et soumettons-la à notre critique. On vient de voir les valeurs intemporelles, les invariants européens, qui, je pense, sont assez corrects. Peut-être pas exhaustifs, mais sont assez corrects. En réalité, quelle différence entre ce monde occidental, c'est-à-dire l'extension de l'Europe, ses colonies et compagnie, quelle différence entre cet Occident et l'Europe? Quelle différence entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Europe? C'est ça la vraie question. Je dirais que là, ça amène finalement à la question des États-Unis, et au sens strict, ça touche un peu le Canada, l'Australie, etc. Quelles sont les spécificités américaines qui sont contraires à l'Europe, ou qui sont en tout cas différentes de l'Europe? Moi, j'ai le sentiment que l'Amérique, c'est une Europe extrémisée. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'hubris, une forme de démesure dans tout. Je vais prendre de manière caricaturale, mais si vous prenez un hamburger en France, si vous prenez un hamburger aux États-Unis, même si les hamburgers sont fabriqués par une marque américaine, ce qu'on appelle le Big Mac, le méga Big Mac, ils ont sorti une fois ou deux, de temps en temps, tous les 10 ans, ils en sortent pendant un mois en France, c'est 2 fois ou 3 fois le Big Mac classique que les Français mangent. Mmh. Eh bien, c'est ça l'Amérique pour moi, c'est une augmentation des parts, une augmentation considérable de tout. Et tout est comme ça. La violence européenne existe. La violence américaine est endémique, elle est beaucoup plus profonde, c'est le syndrome du Bah, Far West, mais de manière générale. non, non, bah, alors là, je peux pas te laisser dire ça, puisque certes, il y avait une société qui était peut-être un peu plus violente au moment de la conquête de l'Ouest, ça se peut complètement, mais enfin, les faubourgs parisiens à l'époque, je sais pas si c'était beaucoup mieux. Mais surtout aujourd'hui, si on regarde les statistiques ethniques aux États-Unis sur les violences de cette société qui existent, on se rend compte que si on enlève toute une partie de la population, je ne dirais pas laquelle parce que j'ai envie que la chaîne reste en Oui, place, sûr. bah, il y a pas de, il y a déjà quelque chose comme, enfin, on réduit la criminalité et la délinquance, les morts pour armes à feu et compagnie, à quelque chose, peut-être pas de résiduel, faut pas exagérer, mais enfin de très mineur. Non, mais là, j'essaie d'y amener à grands traits parce qu'il y a une part forcément de caricature. J'essaie de me mettre dans la position de celui qui voit les différences et avant de voir les similitudes et les choses proches, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très proches. Simplement, voilà. Après, il y a les avantages et les inconvénients de ça. Par exemple, si on prend le cinéma, bon, moi, je ne fais pas partie de ces anti-américains qui n'aiment pas les films américains. Je suis essentiellement des films américains, en fait, je regarde. Bon. Donc, je vois bien la différence entre, par exemple, le film français. Alors, ces différences étaient beaucoup plus faibles encore dans les années 50-60. D'ailleurs, il y a des films remarquables, policiers et autres. On voit les acteurs américains avec les acteurs français, Delon, etc. Et ça a disparu. Le cinéma français a complètement raté déjà la révolution des effets spéciaux. Totalement à côté de la plaque. Ensuite, il n'y a pas la culture du héros. Les États-Unis, malgré tout, même s'il y a des choses woke et autres qui nous agacent, il y a le principe du héros, qui est un principe européen. En Ouais. France, aujourd'hui, on valorise l'anti-héros. On valorise Non, mais alors ça s'explique psychologiquement, à mon avis, et on y reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde les différences entre l'Europe et l'Occident, enfin, les valeurs européennes, qui sont, j'ai trouvé ça très beau, la poétisation du monde dont tu parlais, l'amélioration, le rôle, la liberté, on va dire, accordée aux femmes, en tout cas par rapport aux autres civilisations, la raison, le doute, la démocratie, la liberté et l'individualisme, voilà, tout ça à grands traits. Ce que je veux dire, et c'est là où je m'interroge sur la question des anti-occidentaux, c'est que ces valeurs, ces invariants européens qu'on retrouve grosso modo à toutes les époques et dans toutes les zones d'Europe, bah, on les retrouve aussi aux États-Unis. Je vois pas trop Oui. Voilà, alors on va dire aux États-Unis, c'est le règne du marchand. Parce que c'est ça, la grosse, la grosse critique qu'on fait de l'Occident et donc des États-Unis, puisque généralement c'est ça. Et ça, j'ai du mal enfin, je conçois que ce soit la prépondérance du marchand et du commercial qui choque, mais la réalité, c'est peut-être que cette prépondérance du commercial et du marchand, elle était inéluctable et inévitable, arrivée dans la société ultra connectée qu'a permise la découverte du pétrole. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur cette explication, mais en Ben, gros, moi, je vois bien les similitudes. Par exemple, l'Amérique a eu ce qu'on appelle des capitaines d'industrie. La France a eu les siens également, à peu ouais. près la même période. Donc, au niveau des valeurs démocratiques, par exemple, les États-Unis ont beaucoup de leçons à nous donner.
on le sait en matière de liberté d'expression, mais il n'y a Ouais. pas que ça. Les référendums locaux, l'élection des shérifs et des juges, il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve en Europe qu'en Suisse. Par exemple, le principe du château, qui affirme la propriété et la liberté individuelle. Castle Principle, c'est mon domicile, c'est mon château. Si je me sens menacé chez moi par un élément extérieur, j'ai droit de neutraliser l'élément extérieur. Le fait d'avoir des armes, il y a une exagération de l'arme à feu aux États-Unis, mais la vision actuellement européenne de vouloir interdire les armes à feu n'est pas plus saine. Il y a toute une question d'équilibre. Donc, le citoyen doit pouvoir défendre la cité. Il y a la garde nationale aux États-Unis. Comme en Suisse, il y a le service militaire suisse qui est très spécifique, où tous les citoyens doivent pouvoir être entraînés et être capables de se battre pour défendre la Suisse si elle est envahie. Donc tout cela, c'est aussi l'Amérique. Donc l'Amérique, malheureusement, a été atteinte peut-être avant nous par une forme de maladie de décadence. Ce décadentisme, on le constate, et il a contaminé le reste de l'Europe, ça il faut bien le dire. C'est pour nous ça que reprochent, comment dire, les anti-américains, on va dire de droite, aux États-Unis. Seulement, ils ont oublié de donner, c'est que la première victime de ces valeurs, c'est le peuple européen d'Amérique ou euro-américain. Ce sont Ah eux ouais. qui sont les premières victimes. C'est eux qui risquent d'être mis en minorité à partir de 2040. Donc, Alors, en réalité, le système américain est anti-américain. c'est intéressant. Alors, sur cette question des États-Unis, moi, j'ai toujours un peu la notion d'Occident. Revenons à la notion d'Occident qui, effectivement, recoupe en Oui, réalité les États-Unis pour plein de raisons. Mais c'est vrai que en fait, il y a une posture anti-occidentale dans notre camp qui est assez énorme, idéologiquement, qui est née de la nouvelle droite, hein, clairement, oui. qui est le rassemblement des grands esprits des années 80, 90, 70 aussi, je pense. Euh, et on se retrouvait avec une haine anti-occidentale assez féroce, qui était incarnée par Guillaume Fay, qui a écrit des lignes là-dessus. En réalité, cette posture anti-occidentale, est-ce qu'elle peut être discutée? Est-ce qu'on peut se dire que ce système a tué les peuples occidental? Est-ce que c'était pas une erreur d'analyse? Est-ce qu'on peut interroger cette chose-là? Moi, je pense quand même qu'il y a une idéologie systémique américaine, mais je dirais, entre guillemets, américaine, entre guillemets. Lorsque, par exemple, le président Eisenhower met en garde le peuple américain, à la fin de son mandat, lorsqu'il quitte le pouvoir, contre une sorte de complot militaro-industriel qui voudrait détruire les libertés américaines, il a raison. Et on voit bien qu'il y a donc un système oligarchique qui s'est élaboré aux États-Unis, mais qui d'abord est l'ennemi du peuple américain, déjà. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, Oui, ben, c'est comme en euh, France. On est, voilà, voilà, exactement. Donc, et même en Russie, c'est-à-dire qu'en fait, les élites trahissent le peuple. Et c'est vrai aux oui, mais États-Unis comme c'est là, vrai chez nous. Thomas, je suis obligé de Oui, repréciser le truc, c'est que le, ce qui est dans la droite anti-occidentale, ce qui est pointé du doigt, c'est pas la responsabilité des élites, c'est le fait que intrinsèquement, les anglo-saxons, anglais compris, je te jure, c'est vrai, les Anglais, pour eux, ne oui. font même pas partie de la civilisation européenne, pour certains d'entre eux en tout cas. Euh, le, le- les anglo-saxons, anglais compris, euh, sont intrinsèquement des ennemis de l'Europe parce qu'ils incarnent des valeurs qui ne sont pas européennes et qui, pire que ça, sont des valeurs qui détruisent l'Europe. Est-ce que tu comprends cette critique ou pas? Ben, je la comprends, mais je ne la partage pas. Euh, je conçois, comme je dis tout à fait, qu'on soit hostile à la politique américaine qui est menée et qui nous est défavorable. Effectivement, les Américains enfin, il y a une stratégie américaine, ça, elle est indiscutable. C'est le fait de vouloir diviser l'Europe, mais comme l'ont fait les Anglais. Donc ça, je crois qu'ils donnent beaucoup d'importance au sein de la droite sur ces questions géopolitiques. Oui, effectivement, l'intérêt du système américain actuellement, et c'est son erreur, je pense, c'est de vouloir diviser l'Europe, de l'empêcher de trouver son unité, même si au départ, il y a eu des moments où les Américains ont trouvé bien que l'Europe essayait de s'organiser. Il y a eu des moments où les Américains voulaient nous laisser nous débrouiller un peu tout seuls. La communauté européenne de défense dans les années 50, c'était l'idée d'Eisenhower de dire bon, les Européens sont bien gentils, mais les Russes sont à côté d'eux, pas à côté de nous, à eux de défendre un peu leurs intérêts tout seuls. Et on aurait pu profiter, par exemple, de la période de Donald Trump. Donald Trump nous a donné 4 ans pour pouvoir nous émanciper des États-Unis. Et qu'ont fait nos dirigeants? Ils ont juste attendu sagement que Trump se fasse dégager par Biden, et ensuite ils sont allés cirer les chaussures de Biden. Voilà, ils ont attendu 4 ans pour pouvoir cirer les chaussures de Biden. Donc le vrai problème, c'est pas l'Amérique, le vrai problème, c'est l'Europe. C'est nous qui ne faisons pas ce que nous devons faire. Et donc, il faut critiquer les États-Unis, certes, mais il faut les critiquer en ayant du poids pour le faire.
Non, mais Voilà. surtout, Donc, il y a un truc qui, moi, parce que tu parles beaucoup des États-Unis, et tu as raison, parce qu'en fait, quand on dit Occident, globalement, on dit États-Unis, mais il y a quand même l'Angleterre est un. européenne. Ouais, mais oui, Voilà, mais il y l'Angleterre a est tout un européenne. courant à droite qui considère que l'esprit anglo-saxon est pervers par nature, doit être combattu, et considère que l'Angleterre ne fait pas partie de l'Europe. Mais sauf que, parce qu'en fait, pourquoi? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a cette posture anti-occidentale dans notre camp? Euh, alors, d'abord, moi, je pense qu'il y a une explication un peu psychologique quand même, puisque l'Occident, c'est donc les États-Unis, c'est l'Empire, à leurs yeux, ce qui n'est pas totalement faux, même si c'est pas un empire, en réalité, c'est une hyperpuissance. Mais il y a une question un peu de ressentiment, quoi. Voilà, je pense, ça, je veux rien affirmer, mais il y a une question on en veut au gros, quoi. On en veut au gros, surtout quand il nous opprime un petit peu et qu'il détruit mécaniquement notre culture et notre identité. Et donc, il y a un petit peu une question de ressentiment qu'on pourrait explorer, mais parce qu'en réalité, l'Occident, si c'est rapporté aux États-Unis, évidemment que les États-Unis sont les vainqueurs avec l'URSS, mais dans une moindre mesure, les vainqueurs de 39-45. Donc, évidemment, ça change beaucoup de choses. Qu'ils ont une économie gigantesque et performante, et notamment, et c'est aussi l'un de leurs atouts principaux, hein, c'est leur population. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est-à-dire dans un pays uni, on a à l'époque, je ne sais plus, je crois que c'est 300 ou 320 millions de blancs, d'Européens. Effectivement, c'est une belle richesse démographique, hein. Il n'est de richesse que d'hommes. Quand on a plus de 300 millions d'Européens dans son pays, généralement, ça va bien. Bon, Ça aide donc, bien, oui. comment? Ça aide bien, oui. Bah oui. Donc, en fait, Oui. le truc, c'est qu'il y a déjà cette chose-là, c'est que on a du mal à accepter, mais c'est normal, c'est humain, le fait que on soit dominé, ce qui est normal, hein, je le répète. Mais il y a aussi un espèce de logiciel politique daté, je trouve, un logiciel géopolitique même. C'est-à-dire que on a une analyse à droite qui est encore axée, basée sur les travaux type thalassocratie contre tellurocratie, c'est-à-dire les pays de la mer contre les pays de la terre, pour faire très simple. Et que la droite, par tradition et par réflexe pavlovien, considère que la thalassocratie, c'est l'empire du liquide, c'est donc le marchand, alors que la tellurocratie, c'est l'empire de la terre, de l'enracinement et donc de la bonne trifonctionnalité indo-européenne, on va dire. Euh, et sauf que ce logiciel géopolitique. Comment? Vas-y. Oui, ça s'explique très simplement parce que, en fait, d'un point de vue politologique, si on veut parler de la nouvelle droite explicitement. La nouvelle droite, au départ, c'est Europe Action. Europe Action, vénère, c'est quoi? C'est le monde européen au sens large, donc l'Amérique aussi. Il n'y a pas d'anti-américanisme à Europe Action. C'est le cœur européen qui bat à Johannesburg, aussi bien qu'à Vancouver, etc. Bon. La mutation, je crois que c'est l'importance de la pensée de Carl Schmitt. Carl Schmitt, notamment, met en avant la dénonciation de l'adversaire. Il faut désigner l'ennemi. Et donc, en fait, une partie de la nouvelle droite, pas toute, a choisi de désigner l'Amérique comme ennemi pour ne pas avoir à désigner d'autres ennemis. Et la mutation de Guillaume Fay, à la fin des années, des années 2000, c'est ça. C'est il dit, l'Amérique n'est pas l'ennemi. L'Amérique est un adversaire, mais ce n'est pas un ennemi. L'ennemi est autre. Et l'ennemi, c'est en fait le reste du monde, entre guillemets. C'est-à-dire la situation afro-musulmane, etc. C'est le grand changement. Et c'est pour ça que Alain Benoît n'a pas pardonné à Guillaume Fay cette mutation-là. Il ne l'a pas suivi là-dessus. Il est resté dans le schéma plutôt anti-américain. Alors, c'est plus nuancé que ça, mais je pense que, voilà, si on désigne les États-Unis comme ennemis, on risque pas grand-chose en réalité, y compris judiciairement. Si on désigne d'autres ennemis, c'est plus délicat. Alors, il y a aussi dans ce truc-là, pour revenir mais tu as raison de citer Carl Schmitt, l'influence, puisque c'est effectivement thalassocratie contre tellurocratie, c'est exactement dans cette lignée-là. Mais en fait, ce logiciel géopolitique, déjà, je le trouve assez fautif en réalité, déjà, il y a quelques décennies. Mais alors depuis, parce qu'en réalité, il y a plein de choses qui ne vont pas là-dedans, puisque on en a parlé avec Antoine de la chaîne Egonon dans un précédent numéro de Perspective que je vous invite à aller revoir. En réalité, le Portugal, l'Espagne étaient des puissances thalassocratiques et elles étaient totalement traditionnelles et auraient pu passer à bien des égards pour des puissances
tellurique. Par contre, et surtout, d'emblée, cette distinction-là qui pouvait avoir une certaine forme de pertinence il y a quelques décennies, depuis la transformation totale et extraordinaire du monde par le pétrole, depuis ce moment-là, ces distinctions qui étaient déjà fautives, à mon avis, à la base, se sont évaporées. Puisque le monde est tellement interconnecté que tout le monde est dans le grand bain mondial, par la technique et pas par l'idéologie. Et surtout, cette position, elle est très fautive, parce que si on rejette l'Angleterre, si on rejette les États-Unis, pourquoi pas? Allez, on en reparlera. Si on rejette l'Angleterre, déjà là, c'est beaucoup plus compliqué à justifier, à mon avis. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on rejette tout le monde anglo-saxon. Ça veut dire que quand on rejette la Hollande, ça veut dire qu'on rejette la Flandre. Ce sont les commerçants. Ce sont les commerçants de l'Europe qui sont. Alors, il y avait de tout, évidemment, mais c'était des commerçants qui ont d'ailleurs été des cosmopolites avant l'heure. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on s'ampute de la moitié de l'Europe. Même les Grecs avec leur comptoir. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut être. Cet anti-occidentalisme, il me pose problème pour ça. Je ne dis pas que j'ai raison, là encore, mais parce que je considère que si on est sérieux, qu'on va jusqu'au bout, si on rejette les États-Unis, mais surtout si on rejette l'Angleterre, à partir de là, on est obligé de rejeter au minimum les Pays-Bas, quoi. Donc, si on ampute la Flandre de l'Europe, enfin, si on ampute plutôt l'Europe de la Flandre, il y a un énorme problème de définition, là, je pense. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais surtout si on voit l'état de la Wallonie par opposition, c'est pas forcément le modèle qu'on peut espérer. Mais alors, il y a des choses intéressantes, par exemple, se dire, ça va horrifier les pro-russes, mais c'est vrai, l'extension de colonisation russe de la Sibérie est très proche de l'extension de l'Ouest américain. C'est très proche en réalité. Les anglo-saxons élargissent l'Europe par l'Ouest et les Russes élargissent l'Europe par l'Est. Donc, en fait, tout cela, ce sont des synergies naturelles. Donc, ce que je disais d'une certaine manière, c'est que cette vision, effectivement, anti-occidentaliste peut avoir comme effet pervers d'être extrêmement diviseuse et commencer à retirer d'Europe des pays qui sont fondamentalement européens, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, que tu citais. Oui, donc, c'est une vision de division. Moi, je suis opposé à diviser les Européens. Donc, à partir de ce principe-là, si l'anti-américanisme aboutit comme effet pervers à amputer l'Europe d'une partie d'elle-même, c'est très nocif aussi. Donc il faut retrouver ce que les Grecs enseignaient, c'est-à-dire la mesure en toute chose. Il y a une démesure dans cet anti-américanisme. Il y a des valeurs, il y a des fondamentales qui sont communes, qui sont en partage. Il y a un problème géopolitique peut-être. Thomas, je te vois repartir sur les États-Unis et je veux qu'on reste focus sur l'Occident parce que les États-Unis, on en parlera. L'Occident contre l'Europe, c'est ça la question. Est-ce que l'Occident, en tant qu'entité idéologique, est opposé à l'Europe? Mais surtout que en fait, quand on s'intéresse à la définition de l'Occident, en réalité, soit on tombe sur une espèce de tautologie, c'est-à-dire l'Occident, c'est les États-Unis et tous ceux qui sont soumis à eux, qui concourent à sa richesse ou qui sont soumis à eux. Mais dans ce cas-là, l'intégralité du monde est occidentale, ce qui donc n'a pas trop de sens à première vue. Je peux me tromper. J'avais une discussion ce matin avec un ami là-dessus. Donc voilà. Puisque, en fait, comme le dit Guillaume Fay dans son ouvrage en 84, je crois que c'est en 84, sur l'Occident comme déclin, il dit qu'un Indien peut se dire occidental. Alors, je ne sais pas s'il le disait sous l'angle colonie anglaise ou pas, mais je discutais avec cet ami qui me disait oui, il peut se dire occidental parce qu'il est soumis au régime, enfin, au régime de production et de consommation américain, pour faire très simple. C'est très large. Sauf que dans ce cas-là, tout le monde, et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, même un Éthiopien qui bosse chez H&M aujourd'hui, parce qu'il y a des usines H&M en Éthiopie, qui a un smartphone européen, qui regarde des séries américaines, c'est un occidental aussi. Donc, ce n'est pas assez précis, en fait, cette définition. En réalité, pour moi, à la base, l'Occident, c'est l'Europe non géographique. Voilà. C'est-à-dire l'Europe qui est partie d'Europe, mais qui est l'Europe quand même. Mais oui, l'Europe hors d'Europe. Voilà. Mais dans cette haine enfin, je ne vais pas dire le mot haine, mais dans ce combat anti-occidental de la part de toute une partie de la droite,
il y a, à mon avis, une grave problématique de définition qui est que si on considère que l'Occident est l'ennemi de l'Europe parce qu'il est marchand, parce qu'il met la marchandisation du monde au-dessus de tout, dans ce cas-là, il y a toute une partie de l'Europe elle-même qu'on doit lui retirer. C'est-à-dire, je répète, pour prendre un exemple caricatural, mais ce n'est pas le seul, on pourrait reprendre Venise aussi, bon voilà, on pourrait prendre toute une partie de l'Italie, mais la Flandre, une partie de l'Italie, on devrait lui retirer. Ça n'a pas de sens. Là, je trouve qu'il y a une problématique. Je ne sais pas ce que tu penses sur cette question précise. Ben oui, non, mais on s'ampute d'une partie de nous-mêmes. Ouais. Il y a une critique qui est fondée, c'est la critique du globalisme. Mais ce globalisme idéologique est réellement global. C'est-à-dire que les élites aujourd'hui planétaires, même les élites chinoises d'ailleurs, travaillent, entre guillemets, dans le même sens. Et donc, bien sûr, il y a des conflits entre les Américains et la Chine. Il y a deux visions quand même qui vont s'opposer. D'ailleurs, le grand danger futur est celui-là, c'est l'opposition États-Unis-Chine sans troisième, entre guillemets, force d'équilibre. Ça, on l'entend pas souvent d'ailleurs. La critique de la Chine, moi, je l'entends pas assez souvent dans les courants de droite. Je suis étonné que On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus quand même, je trouve. Mais il y a des inquiétudes parce que le Covid a obligé les gens à regarder un petit peu la réalité et se dire est-ce qu'on n'a pas été influencé par la réaction de la Chine, par les mesures que la Chine a prises. Est-ce qu'on n'a pas essayé de les imiter? Et on voit bien on a essayé de les imiter, en fait. Même si aujourd'hui, on s'est lassé, et il n'y a que la Chine qui continue de maintenir sa stratégie actuelle du zéro, enfin, le contrôle complet de la population. Voilà, donc on voit bien qu'il y a cette idéologie globaliste, mais cette idéologie globaliste ne se confond pas avec l'Amérique, ne se confond pas avec l'Occident, et partagée par nos élites, sans besoin d'ailleurs de croire qu'elles le font par soumission. Il y a une partie de la France, par son universalisme et autres, qui est en adéquation avec le projet globaliste, sans besoin que ce soit les Américains derrière. Alors justement, les Américains, on en a parlé un petit peu. Là, on va rentrer dans le vif du sujet là-dessus. C'est la dernière partie de notre émission, mais c'est évidemment un point central en réalité, puisque, comme on l'a déjà dit, quand on parle d'Occident, alors il y a toute une partie de la droite qui considère que l'Occident, c'est un système qui inclut même l'Angleterre, qui doit donc être coupé de l'Europe, mais dans le langage général et dans beaucoup des gens qui critiquent aussi l'Occident, il y a quand même uniquement les États-Unis qui sont visés, pour faire simple. Donc moi, à titre personnel, pour conclure sur le dossier Occident, je considère, et j'emploie en fait le terme Europe à chaque fois, parce que je ne vois pas de différence. Quand je regarde les invariants européens, je ne vois pas de différence, et que si je dois dire que l'Occident n'est pas l'Europe, je suis dès lors obligé de retirer à l'Europe certaines parties de son territoire qui serait sur le modèle américain ou occidental. Donc pour moi, ça n'a pas de sens du tout. Voilà, je peux me tromper, je réfléchis là-dessus, mais voilà. Par contre, ça a un sens, l'Occident quand même, en cela que ça désigne l'Europe au sens large, c'est-à-dire l'Europe plus les expansions européennes à travers l'histoire. Donc c'est un terme bateau, générique, qui est assez utile en cela, puisqu'il permet de définir l'Europe plus ses colonies, plus ses expansions. Et ça, c'est utile. D'ailleurs, il est utilisé comme tel par nos ennemis, je le répète, ce qui prouve qu'il recouvre une réalité. Et qu'eux, ils nous mettent tous dans le même sac. Hein. Qu'on soit américain, français, italien, flamand, portugais, Oui. on est tous dans le même sac. Voilà. Alors, du coup, les États-Unis sont-ils. Ça, c'est vraiment la question centrale. Les États-Unis, tiens, question, on y va, on est parti. Est-ce que selon toi, les États-Unis sont. Question. Allez, on va interroger nos postures à fond. Question provocatrice. Est-ce que les États-Unis ne seraient pas en Europe, selon toi? Est-ce que ça ne serait pas une partie de la civilisation européenne? Je ne dis pas géographique, bien entendu, mais est-ce que ça ne serait pas une partie de la civilisation européenne? Parfois, j'appelle les Américains, au sens des Américains de souche européenne, les Européens d'Amérique. Donc, c'est la réponse. Ce sont les Européens d'Amérique. Alors là, tu sais qu'il y a plein de gens qui vont s'estomaquer, puisque il y a beaucoup de gens qui vont dire, alors autant les Anglais, tu as peut-être un petit peu raison, c'est vrai qu'on ferait mieux de les garder, mais alors les Américains, c'est l'ennemi absolu. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a quand même des différences entre les États-Unis et l'Europe qui sont si grandes que du coup, ils seraient devenus quelque chose d'autre? Non, je l'ai dit, j'ai insisté tout à l'heure un petit peu sur l'évangélisme, etc. Mais tout ça se nuance fortement. Il y a des différences d'appréciation, mais d'abord, chez qui? Parce que l'Amérique, c'est vaste.
Il y a des choses intéressantes qu'il faut pas oublier. Si on prend, j'avais regardé une statistique en 2011, ils avaient sorti une statistique ethnique des États-Unis par ville. Donc j'étais regardé la situation de la ville de Chicago. Alors, dans Chicago, même centre-ville à intramuros, moins de 30% de blancs. C'est-à-dire que c'est 70% des gens qui sont noirs ou latinos. Donc, par contre, on regardait les banlieues de Chicago. Et alors là, c'était sidérant. Parce qu'en fait, la statistique ne disait pas 98% de blancs. C'était pas comme ça que c'était dit. C'était 97% de lituano-américains, 94% dans telle banlieue de gréco-américains, etc. C'est-à-dire qu'en fait, sauf dans le cas des WASP au sens large, la plupart des Européens se regroupaient, Irlandais, Lituaniens, Russes, Polonais, etc., par nation. Donc, on voit bien que c'est bien une transposition de nation d'Europe vers l'Amérique. Et que l'Amérique a montré au moins une chose, jusque dans les années 70, c'est que la cohabitation dans une même nation entre Européens venus de tout le continent était possible. On voit bien que ce qui traumatise l'Amérique, c'est le problème noir qui est là depuis l'esclavage, hein, et surtout depuis 1960, parce qu'en réalité, le problème afro-américain avait été maîtrisé par l'Amérique jusqu'en 1960, jusqu'à Luther King et compagnie, où là, ça a complètement explosé. Ensuite, il y a les latinos qui aujourd'hui représentent l'essentiel du flux qui rentre aux États-Unis, et qui représentent maintenant quasiment 30% des États-Unis, voire plus. Et puis maintenant, des communautés arabes, des communautés indiennes, chinoises, etc. Bon, donc le fait est qu'en réalité, les États-Unis sont malades, comme l'Europe est malade, pour la même raison. Oui, mais avant même d'être malade, avant d'être malade, est-ce que... Et non, avant d'être malade, ils étaient comme nous. est-ce que du coup... Jefferson, Lincoln, tous les grands présidents américains, en quoi ils étaient différents de nous? D'ailleurs, ils admiraient l'Europe. Il y a une admiration de l'Europe très profonde de la part des États-Unis. Ils ont fait un colisée pour représenter leur Sénat, c'est pas un hasard. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a deux statues que moi je trouve amusantes. Elles sont jolies et elles sont intéressantes. L'histoire de l'art, c'est intéressant. Dans toutes les villes d'Europe, ou presque, dans tous les jardins, il y a des statues des dieux grecs, par exemple. Il y a une magnifique statue de Minerve devant l'Assemblée nationale, il y a Mars aux Invalides, etc. Eh bien, il y a une statue de Mars et une statue de Minerve qui sont au Capitole à Washington. Et là, on voit la différence avec l'art romain. Le visage du dieu Mars est américain, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des traits avec un peu des muscles, etc., et qui ont une force très américaine. On voit cette statue, on dit c'est le dieu Mars, on le reconnaît, mais avec ce petit aspect américain, je sais pas si le sort Stallone, mais c'est un peu ça. Bon, voilà. Non, mais concrètement, on voit bien que d'ailleurs on le voit aussi dans tous les bâtiments publics américains, tous les bâtiments administratifs, il y a des colonnes. Hein. C'est pas des. Non, mais nos élites vont bien en Amérique, d'ailleurs. Un Arnold Schwarzenegger quelconque, c'est un Autrichien, il fait du muscle, hein. Il va Mister Univers, il va au cinéma, il va aux États-Unis, il fait sa carrière aux États-Unis. Ouais. Nos chercheurs, malheureusement d'ailleurs, se font dérober par les États-Unis parce que les États-Unis savent respecter les chercheurs européens et leur donner de l'argent. Bon. Ouais. Quand en France, on n'est pas foutu de donner aux gens dont on a payé toutes les études des sommes décentes pour rester, ben, qu'est-ce qui se passe? Les Américains les attirent. Donc, on a un flux de chercheurs européens qui partent vers l'Amérique, absolument monstrueux. Et qu'est-ce qu'on a en échange? Ben, des chercheurs africains et arabes. Voilà. Alors, on se vole les élites des autres pour comment dire, laisser les Américains nous piquer nos élites. Mais c'est notre faute. Alors, il y a aussi des élites extra-européennes qui arrivent aux États-Unis par ailleurs, ce qui est une problématique. Mais en tout cas, sur cette question très provocante, qui est est-ce que les États-Unis ne font pas partie de la civilisation européenne? Alors, je considère qu'il y a quand même une grosse barrière à cela, qui est la distance géographique. C'est-à-dire que quand il y a une séparation géographique, c'est quand même compliqué de pouvoir prétendre à l'appartenance à une même civilisation. Et en tout cas, ce qui explique déjà totalement les divergences géopolitiques et souvent les affrontements géopolitico-économiques entre les États-Unis et l'Europe. Par contre, sur la question de la civilisation, une fois qu'on a oublié cette distance géographique, qui est, je le concède, hein, très complexe à oublier, donc il faut toujours garder ça en tête, mais concrètement, quand on rencontre des Américains, alors il y a évidemment, on voit que ce ne sont pas les mêmes que nous, évidemment. Il y a des différences énormes. Mais par contre, quand on compare un Américain ou un Canadien à un Hollandais, à un Anglais, bah, tout de suite, les différences paraissent bien moindres entre ces deux personnes qu'entre un Américain et nous. Et aussi, très intéressant, quand on met côte à côte un Portugais et un Danois, bah, il y a des différences culturelles, ethniques, même si ça reste sur le même caractère biologique de groupe, hein, bien sûr, mais des différences ethniques, des différences culturelles
qui sont gigantesques. Entre un espagnol et un anglais, il y a des différences immenses. Et dès lors, qu'il y ait des différences entre les Américains et les Français, quel est le problème en réalité? Parce que si on trouve quand même un lien de parenté culturel moyen, important, notamment avec les anglo-saxons en Europe, mais pas que, bah dans ce cas-là, on ne peut pas repousser l'appartenance des États-Unis à la civilisation européenne, parce que si on le fait, est-ce que, incidemment, on ne nie pas l'homogénéité européenne qui existe entre un Portugais et un Danois? C'est ça l'argument que je voudrais que la droite, sur lequel je voudrais que la droite réfléchisse, pour qu'elle questionne cette posture anti-américaine qui est justifiée à bien des égards géopolitiques, économiques, même distance physique, hein, comme je l'ai dit, il n'y a pas de souci, mais il faut interroger nos postures. Pourquoi refuser, pourquoi être anti-américain alors que l'Europe nous apprend qu'il y a de la diversité en son sein et que les États-Unis pourraient parfaitement appartenir à cette diversité? Pour moi, cet anti-américanisme, cet anti-occidentalisme général à droite me paraît fautif à cet égard. Mais là encore, ce n'est qu'une réflexion qui demande à être travaillée, étayée, approfondie. Il n'y a pas de souci, hein. Et même d'ailleurs, qui peut arriver à une conclusion négative. Mais voilà, pour rebondir un petit peu en ton sens, civilisationnellement, je ne vois pas une différence gigantesque entre les Américains et nous, même s'il y a évidemment un curseur marchand qui est poussé très loin, mais qui s'explique historiquement. Et puis aussi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Les États-Unis, indépendamment de leur, on va dire, de leur culture propre, le germaine, comme tu mentionnais ce terme précédemment, le peuplement est intégralement européen. On a bien sûr des Anglais, des Irlandais, des Allemands, des Français, des Italiens. On a tout le monde en réalité. Tu as des Albanais, des Russes, des Roumains, des Lituaniens, beaucoup de Suédois. On oublie souvent, beaucoup de gens de Suède sont venus peupler du pays nordique. Oui. Et il y a même des États. Le Maryland a été créé par des Suédois. La ville de New York a été créée par des Néerlandais. New Amsterdam. Voilà, les exemples sont sans fin. Sans parler des Espagnols. Sans parler, voilà. Il y a toutes les nations d'Europe sont représentées, y compris les Russes. Il y a un petit fortin d'ailleurs russe en face de San Francisco. Alors, ce que tu dis est important parce qu'il y a une doctrine qui existe, qui dépasse l'européisme, qui s'appelle le septentrionnisme. Et Guillaume Fay en parlait à la fin de sa vie. Alors, moi, je ne suis pas septentrioniste, mais l'idée quand même que malgré tout, il y avait un destin commun de tous les Européens, qu'ils soient en Europe ou hors d'Europe. Et qu'en conséquence, l'évolution de l'Amérique vers de moins en moins d'européanité était très inquiétante. Bon, on connaît la même chose chez nous. Donc, et Guillaume Fay, malgré tout, est resté sur l'idée d'Eurosibérie, c'est-à-dire qu'il a considéré qu'on ne pouvait quand même pas faire l'union entre la Grande Europe et les États-Unis. On ne pouvait pas faire un seul pays. Bon, je suis assez d'accord avec ça. Ce qui s'entend, parce que je le répète quand même, l'obstacle géographique est gigantesque. Bah absolument, tout à fait. Et donc moi, avec mes amis, on a fait une carte complètement fantaisiste de 2100, on est dans le futur complet, si tout se passe bien, si des gens qui doivent gagner, gagnent, hein, si les gentils gagnent globalement, hein, voilà. Et on l'a emmené dans la tombe de Guillaume, hein, cette carte est avec lui, et on avait fantasmé ça, on avait expliqué qu'il y avait la République européenne, donc qui avait l'histoire de la Russie, la République européenne de Nord-Amérique, qui comprenait la fusion du Canada et des États-Unis et de quelques autres petits morceaux, une République européenne de Sud-Amérique, autour du sud du Chili, de l'Argentine, de l'Uruguay et du reste du Brésil, c'est-à-dire en fait le sud-est du Brésil, qui vote Bolsonaro, hein. Le reste étant devenu une sorte d'État multiculturel de néo-Brésil, hein, voilà, où tous les gens un peu mélangés allaient se retrouver, hein, un grand Brésil du panard géant. Et puis, il y avait la République européenne d'Australasie, qui comprenait en fait la fusion d'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Donc, pour l'Afrique du Sud, c'était perdu et les Afrikaners rapatriés. Voilà, cette vision fantaisiste, et pas totalement, j'espère, en fait, montre bien on doit avoir des partenariats d'intelligence avec ces pays. Il faudra un partenariat d'égalité, j'appelle ça comme ça, entre l'Europe et les États-Unis. Ce qui nous agace, c'est que les États-Unis dominent. Faisons l'Europe unie, ne dominons plus. On travaillera avec eux. On ira dans le même sens. Alors, il y a une objection à tout ce qu'on vient de dire et sur
le fait que les États-Unis pourraient être soit des partenaires, soit même appartenir, pourquoi pas, de manière un peu fantaisiste aussi à la civilisation européenne, c'est évidemment que les États-Unis sont vus comme le diable absolu à droite aujourd'hui. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me paraît critiquable aussi, puisque je le disais tout à l'heure, mais je pense que c'est important de le redire. Si les États-Unis sont aussi critiqués, c'est parce qu'évidemment, il s'agit d'un rouleau compresseur culturel et économique. Mais là encore, je pense que la droite doit s'interroger. Nous qui hurlons autant que possible au vae victis, la loi de l'histoire est tragique, comme disait l'autre. Est-ce que c'est anormal que les États-Unis dominent, puisque 39-45 a été remporté par eux, voilà, de manière. Alors, ils n'étaient pas seuls, vous me direz, mais bon, globalement, on voit à peu près l'idée. Qu'ils avaient une population européenne extrêmement dense, ce qui expliquait leur richesse et leur innovation. Qu'ils ont su gagner la guerre froide. Voilà. Est-ce que finalement, nous, à droite, quand on critique les États-Unis, est-ce que justement, il n'y a pas cette question d'un peu du mauvais perdant? Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, il y a un peu de ça. Alors, moi, j'ai regardé récemment un film et je conseille de regarder de Frank Capra, qui est un film emblématique des États-Unis, 1939, qui est avec James Stewart et qui s'appelle donc Mr. Smith, enfin Monsieur Smith au Sénat. Le titre anglais est plus compliqué. Voilà, Mr. Smith goes to Washington, je crois que c'est. Okay. Bon, et ce film est très intéressant parce que il y a quasiment un casting intégralement euro-américain. C'est-à-dire que les seuls éléments de diversité, c'est quelques enfants afro-américains, un ou deux dans tout le film, pour dire que l'Amérique est universelle, qu'elle ne fait, et il y a tout un discours d'ailleurs, qu'elle ne fait pas de distinction sur les religions et les races, etc. Mais tout ça, c'est très théorique. Donc il y a cet universalisme américain qui est présent, et c'est le seul élément qui est agaçant du film. Le reste pourrait être vu par un Français sans souci. C'est un très bon film américain. Et il y a la démocratie. On voit les spécificités américaines. Par exemple, il y a une loi au Parlement américain qui permet à un député américain, enfin un sénateur, pardon, de pouvoir garder la parole tant qu'on ne lui coupe pas. Et arrive dans le film, il va parler quasiment 12 heures ou 15 heures, ça va être un truc national. Bon, c'est extraordinaire. Et ça, il n'y a pas ça en France. On n'imagine pas en France, un sénateur ou un député pouvoir parler pendant 8 heures, si de. Bon, il y a ces spécificités qui sont bien innocentes et pas pesantes. Non, le drame de l'Amérique, et ça, ce que je n'aime pas dans l'Amérique, mais ce que je n'aime pas dans la France, c'est l'universalisme. Et il y a un messianisme américain, un universalisme américain qui existe, qui est très agaçant, qui n'est pas partagé par la grande majorité des Américains d'ailleurs, mais qui est l'idéologie dominante, et qu'on retrouve exactement en France, et beaucoup de souverainistes français, tant pis je fais un tout petit peu de parenthèse politique, reprennent des arguments, alors qu'ils sont anti-américains, hein, reprennent des arguments universalistes dignes des Américains. Tout le monde peut être français, la question universelle. C'est plus compliqué. Non, mais ça, c'est un élément de trait qui n'est pas spécifique aux États-Unis, et je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Qu'on rejette l'universalisme américain, c'est une sorte d'impérialisme culturel caricatural, je peux le comprendre, mais ça ne doit pas nous faire oublier. C'est pas un universalisme. Comment dire ça? En fait, c'est pas une volonté de s'ouvrir à tout le monde. C'est pas une volonté de. C'est peut-être même pas d'ailleurs une volonté, une considération qu'on est meilleur que les autres. C'est juste que ça s'est imposé au monde. Le modèle culturel américain s'est imposé au monde parce qu'il était le fruit de personnes victorieuses d'une guerre, de deux guerres, même si on compte la guerre froide. Donc, bon, il y a eu le traumatisme du Vietnam, mais en tout cas, la 39-45, c'était une victoire. Il y avait une puissance économique de dingue, il y avait une puissance démographique absolument folle. Tous les voyants, pour eux, étaient au vert. Et donc, en gros, qu'il y ait cet universalisme-là, je pense qu'il n'était même pas. On parle souvent de destinée manifeste et compagnie. C'est un truc un peu messianique. Mais en fait, je pense même pas que c'était tant que ça. Je pense que psychologiquement, c'était juste le vainqueur, en fait, qui est là, très sûr de lui et qui s'en fout, en fait, des autres et qui impose sa culture naturellement, quasiment. Je dis pas que c'était pas un peu programmé à droite et à gauche, mais je veux dire, c'était la position dominante. C'était le Tchad absolu, l'américain de l'époque. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on peut bien sûr les critiquer pour plein de choses. Mais cette partition qu'ils ont jouée, qui est celle d'une hyperpuissance, mais on aurait fait exactement la même chose à leur place. Si on avait été à leur place, on aurait fait la même chose. On aurait dominé le monde.
Alors, il y a une leçon quand même à tirer de ça, parce qu'il y a ça, c'est le concept que je développe pas mal en ce moment, parce que j'ai cette idée-là. Il y a la phrase qu'on prête à Poutine, qui à mon avis est imaginaire, hein, mais à l'époque, c'était pour croire que Poutine était avec nous, que Poutine était de notre côté. Cette phrase de l'agence TASS en 1995, où il aurait déclaré, dans 20 ans, la France va devenir la colonie de ses anciennes colonies. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a cette idée très dangereuse de l'impérialisme, et les Romains l'ont appliquée, à la différence des Grecs, et ça leur a coûté cher. Il y a cette idée qu'il faut imposer aux autres nos valeurs sont meilleures, pour les raisons que tu as expliquées, hein. On est vainqueur, on est à la mode, etc. Et on pense qu'il faut amener nos valeurs comment dire, chez les autres. Et la France coloniale a fait la même chose d'ailleurs. On est Oui. les meilleurs, donc on amène nos valeurs. Et le danger est ethnique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait ça, on crée les conditions pour que le peuple dominant se fasse remplacer chez lui par les populations dominées. Ça s'est passé dans l'Empire romain au IIIe siècle. À Rome même, il y avait 50% d'orientaux. Heureusement, les Germains sont venus remettre de l'ordre dans la boutique. Et donc, c'est le danger là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est universel et c'est dangereux? Parce que l'Amérique domine. Résultat, les Blancs américains vont être minoritaires. C'est la Oui. punition systématique de l'impérialisme. Et c'est pour ça qu'il faut, par intelligence, comprendre que lorsqu'on domine, eh bien, il faut s'abstenir d'essayer de dominer les autres, parce que sinon, on va perdre. Ah, mais Et ça, je ça, c'est comprends le grand ça, danger. Thomas, je comprends totalement. Et ça, tu as raison de le dire. Mais tu parles, si on revient sur cette question du pourquoi la droite critique les États-Unis comme le diable absolu, en réalité, euh, si on prend effectivement tous ces attributs d'hyperpuissance qu'elle a eu et qu'elle a mis en œuvre, que ce soit culturel, économique, géopolitique et compagnie, j'ai vraiment l'impression pour ma part qu'on oublie le vae-victis et que on est mauvais perdant. Je ne dis pas ça de gaieté de cœur, parce que j'aurais préféré qu'on soit une France éclatante à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ou même une Europe unie éclatante, mais enfin bon, la loi de l'histoire, c'est que ça a été ça, et qu'une fois qu'on le sait, est-ce qu'on est obligé de dire que les États-Unis sont le mal absolu parce que ce sont les gagnants? je, je trouve que c'est un peu moyen. Voilà. C'est un peu moyen, d'autant que tu as souvent des gens qui critiquent la décadence américaine. Tu sais, en disant les États-Unis, c'est justement alors l'universalisme au sens tout le monde est le bienvenu chez eux, au sens du wokisme ou du gauchisme actuel. J'aimerais préciser à ceux qui nous écoutent et qui considèrent que les États-Unis, c'est la décadence, le melting pot et compagnie, c'est que jusque dans les années 60, en réalité jusqu'à l'Immigration Act de 1965, les États-Unis avaient une immigration uniquement, exclusivement et précisément européenne. C'est-à-dire qu'il s'était précisé qu'elle devait être européenne. Voilà. Alors, ça a été aboli dans les années 65, après des offensives de tous les gauchistes de l'époque pendant des années. Ça a été ratifié par le Congrès, je crois, de manière définitive, parce qu'il y a eu plusieurs périodes de mise en place, je crois, dans l'année 68. Et cette première décadence américaine, voilà, c'était pas du tout un pays multiethnique avant, c'était un pays blanc et qui était exclusivement destiné à le rester. Vraiment, hein, ça, les gens ne le savent pas, c'est assez dingue. Tout à fait. Et ça, et comment dire, et ça, c'est arrivé parce au même moment que en Europe, on avait toute l'offensive gauchiste qui a mené à la destruction de nos identités aussi. Oui, Typiquement, absolument. c'était les années 68, tout simplement, en France. Voilà. Les Alors, c'est États-Unis même étaient avant en complètement. France, c'est même avant. C'est même Oui, avant. même avant. C'est Mais qu'en non, mais réalité, ce que tu dis, non, mais ce que tu dis, c'est vachement important parce que ce que tu dis en réalité, c'est même pire. C'est que c'est l'Europe occidentale qui a commencé à déconner avant les États-Unis sur ce plan. oui, bah, de toute façon, Non, mais c'est important parce que 1946, on donne la nationalité française aux Algériens. L'Angleterre, en 1948, change son code de la nationalité pour permettre à naturaliser des Antillais et autres. L'accord avec la Turquie et de l'Allemagne en 1960, ouais, etc., etc. Et donc, effectivement, même à l'époque de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, l'armée américaine et des Noirs et des Blancs, ils étaient séparés ethniquement. Donc, exactement. comme aux Jeux Olympiques. Donc, effectivement, il y a un fantasme. En fait, il y a eu une attaque, une offensive idéologique, on va dire la gauche, le marxisme culturel, tout ce qu'on veut, contre la civilisation européenne.
Et ça s'est matérialisé comment? Par une attaque contre le caractère blanc de l'Amérique, par une attaque contre l'Afrique du Sud, par une attaque contre la France, l'Angleterre, etc., etc. Nous sommes tous attaqués. En réalité, l'Amérique a été attaquée par un ennemi intérieur que nous avons aussi chez nous. Exactement. Et ça va plus loin que ça. Les gens ne comprennent pas. Ils disent les États-Unis, c'est la décadence. Mais les amis, avant les années 60, les États-Unis, c'était pays intégralement blanc, avec des lois extrêmement dures sur ces questions-là, comme on vient de le dire. C'était un pays où, certes, il y avait des délires messianiques, religieux, parce que c'était une population qui, en partie, était dans cet esprit-là. Il y avait, et certes, une grosse marchandisation d'un peu tout, mais parce que c'était l'esprit américain, l'esprit de conquête, voilà. Je le répéterai d'ailleurs jamais assez, mais l'une des plus grosses différences et qui explique beaucoup de choses, bien avant le reste, à mon avis, entre les États-Unis et l'Europe géographique, c'est le fait que l'Europe soit une civilisation vernaculaire, voilà, qui s'est construite pendant des siècles et des millénaires, peu à peu, petit à petit, alors que les États-Unis, c'est une civilisation ou un monde plutôt artificiel, artificiel. Le terme n'est peut-être pas parfait, mais vous comprenez qu'il s'est construit en quelques décennies en réalité. C'est ça qui est fou sur l'histoire des États-Unis, c'est que ça s'est construit en quelques décennies. Et donc, évidemment que ça, psychologiquement, ça laisse des traces. À côté de ça, donc, entre pays européens, etc., il y avait aussi une tradition. On parle souvent des États-Unis comme dégénérés, mais il y avait quand même une tradition religieuse. Je veux dire, il y avait des règles religieuses et morales extrêmement fortes. Alors, avec des à côté et des effets de balancier qui ont pu exister, parce que c'était la morale protestante et pas forcément celle à laquelle on est habitué ici. Mais enfin, c'était pas un pays dégénéré, faut pas déconner. C'était un pays isolationniste qui voulait pas rentrer en guerre. C'était un pays qui était ethniquement ou en tout cas racialement uni. Je veux dire, enfin, avec une exception près, à l'exception des 13% d'Afro-Américains, mais à part ça, oui. Voilà. Mais qui restait 13%, ça restait stable. C'était la minorité héritée de l'esclavage, très localisée, même si à un moment donné, il y a une montée des Afro-Américains vers le nord, hein, on voit bien. Ouais. C'est daté historiquement, mais ça reste marginal. Ouais. Alors après, il y a des symboles. Il suffit de prendre un film comme De Ville qui vient dîner ce soir, aux États-Unis, avec Sidney Poitier, qui est le premier film de rupture, par exemple, idéologique, et c'est pour ça qu'il est marquant, c'est qu'effectivement, une jeune femme blanche, ou à bourgeoisie blanche, ramène un noir à ses parents en le présentant comme son fiancé. Il y a des éléments de rupture. On peut les dater, les éléments de rupture aux États-Unis comme en Europe. Mais ce qui est important que tout le monde comprenne bien, c'est que de la même manière qu'en France, on a eu mai 68, pour faire très simple, même si ça a commencé avant, aux États-Unis, exactement à la même époque, on avait l'Immigration Act qui a scellé la fin de l'Amérique européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une décadence américaine qui s'est ensuite exportée en Europe. C'est partout en même temps, nous étions confrontés à la même chose. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, comme je le dis souvent, on parle souvent du wokisme aujourd'hui, que j'appelle précisément, parce que j'aime la précision, gauchisme. Ce gauchisme-là qu'on subit, on n'a pas besoin des États-Unis pour l'avoir en Europe. C'est quelque chose qui arrive mécaniquement quand on a une certaine part de la population qui est extra-européenne, qui a accès aux grandes études par le travail ou par le favoritisme, qu'en sais-je, mais qui arrive à des postes universitaires, qui réfléchit sur son identité et qui, dès lors, dans un contexte général idéologique antiraciste, égalitariste, produit du travail, qui produit du contenu universitaire, intellectuel, idéologique, qui est exactement le même dans tous les pays dans lesquels se passe ce phénomène. Ce n'est pas seulement propre aux États-Unis. Et d'ailleurs, je finis là-dessus, je suis désolé, je suis un peu long, mais parce que c'est des trucs qui m'énervent. Quand on dit que les États-Unis, ils nous infligent justement, ils financent et ils encadrent Rokhaya Diallo et les indigénistes pour les envoyer en Europe pour miner les sociétés européennes. Ce qui est peut-être vrai en partie, mais ce qui en réalité est faux de manière générale pour une raison toute simple, c'est que si l'État profond américain, si les grandes têtes pensantes de Washington, de la CIA et compagnie étaient conscientes du fait que le gauchisme et la montée des revendications ethniques des minorités étaient un danger pour l'Europe, pourquoi est-ce qu'ils le toléreraient chez eux? Pourquoi est-ce qu'ils le subiraient chez eux aussi, puisque les États-Unis aussi subissent ces attaques? Donc, les États-Unis sont vus comme le diable absolu à droite.
parfois raison, notamment géopolitiquement, on ne peut pas enlever ça, notamment économiquement, la guerre économique, mais là aussi ça s'explique par la position d'hyperpuissance, bah voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la loi de l'histoire, même si on aimerait que ça change. Mais par contre, tout ce qui est enfin, il y a tout un ensemble de représentations des États-Unis qui sont, là encore, des postures qu'il faut qu'on combatte. Il faut qu'on soit précis, rigoureux, parce que sinon, si on n'analyse pas bien une situation, c'est impossible qu'on puisse régler le problème. Voilà, j'en ai fini, désolé Thomas, mais j'avais ça à dire. Non, mais c'est très important parce que il y a des choses qui nous sont étrangères. Par exemple, l'élection de Trump. Le fait de Donald Trump n'est pas transposable en Europe. Ceux qui s'imaginent qu'il faut trouver un Trump français, par exemple, se sont complètement leurrés parce que c'est très américain, c'est le self-made man, l'homme qui part de rien, même s'il a eu un peu de capital, son père était riche aussi. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est un chef d'entreprise, capitaine d'industrie, qui a du charisme et qui arrive à devenir président des États-Unis. Ça, c'est très américain. Mais ça ne veut pas dire que c'est. Comme dire qu'on n'a pas des exemples en Europe de gens qui sont partis de rien et qui ont réussi à être très importants. Il y a des choses spécifiquement américaines. Bon, le Brésil, c'est pareil. Qui dirige le Brésil? En réalité, c'est quand même essentiellement les euro-brésiliens. Parce que ce n'est pas les gens des favelas qui commandent. Bon. Et même s'ils peuvent voter pour Lula. Voilà. Mais donc, non, je pense que tu as tout à fait raison dans le sens où l'attaque. Mais pour moi, il y a une attaque quand même. Il y a un ennemi. Cet ennemi, Oui. il est complexe, il est peut-être nous-mêmes, c'est peut-être nous-mêmes d'une certaine manière. La décadence, elle vient dans toutes les civilisations de toute façon. Le monde européen est décadent parce que il s'est autodétruit. 14-18, 39-45, combien de millions. Il faut toujours avoir ça en tête. Parce que, bon, je n'utiliserai pas le terme de déchets biologiques de Vénère, etc., mais qui est très dur. Mais simplement, qui est mort parmi les premiers en 14? Eh bien, c'est simple, vous regardez, des polytechniciens, Ouais. les Normaliens, tous ces gens-là. Donc, génétiquement, la guerre de 14-18, plus que celle de 39-45, à mon avis même, a appauvri génétiquement l'Europe de manière considérable. Et donc, ça a une transposition sur le comportement. Les gens qui sont moins forts, qui sont moins valables, eh bien, ils vont être moins efficaces et ils vont peut-être être plus sensibles à la décadence que d'autres. Non, mais il y a une décadence interne qui est, si on doit désigner les ennemis, on doit désigner les ennemis qui nous touchent tous. Et dans ce cas-là, donc c'est-à-dire, pour faire très simple, c'est un terme qui recouvrira beaucoup d'entités, beaucoup de courants idéologiques, mais c'est le gauchisme qu'il faut désigner. C'est clairement ça, c'est-à-dire cette pulsion du ressentiment, cette pulsion de mort, cette pulsion de destruction contre la grandeur européenne qui menace la civilisation européenne depuis la nuit des temps en réalité, qui aujourd'hui la menace plus que jamais, puisque là, on est vraiment arrivé à un point de gravité absolument démentiel. On est à 2 doigts de l'extinction européenne, que ce soit par la baisse des naissances ou même par le remplacement de population. Mais l'ennemi principal, c'est celui-là. Voilà, c'est le gauchisme. Ça me paraît très clair. Et quand le gauchisme attaque à égalité la France, l'Angleterre, l'Italie et les États-Unis, eh ben, on doit bien accepter que, indépendamment des conflits géostratégiques parfois extrêmement graves qui peuvent arriver entre les États-Unis et l'Europe, bah, ce ne sont pas des ennemis, mais ce sont des adversaires géopolitiques. Et là encore, je vais être plus précis, de la même manière que la France, ou que Macron n'est pas la France, de la même manière, les États-Unis ne sont pas sa caste dirigeante. Voilà. Les États-Unis ne sont pas l'ennemi, si on veut être plus précis, c'est la caste qui dirige les États-Unis qui est l'ennemi. Ce n'est pas l'esprit américain l'ennemi, puisque dans ce cas-là, si l'esprit américain c'est l'ennemi, je le répète, mais on se coupe des Anglais, des Flamands, des Vénitiens, etc., ce qui n'a aucun sens, vraiment aucun sens. En fait, plus je le répète, plus je me convainc que ça n'a aucun sens. Mais là encore, c'est ouvert à discussion. Mais l'ennemi, enfin le peuple américain, de la même manière que le peuple anglais, le peuple espagnol et compagnie, sont plus des alliés que des ennemis. Il ne faut pas déconner. Voilà. Je pense que si on réfléchit sans posture et si on pense contre nous-mêmes sur ces questions-là et qu'on réfléchit et qu'on oublie nos réflexes pavloviens de droite où on pense que les Américains sont les méchants, ben on est tous d'accord là-dessus. Enfin, en tout cas, Thomas, je ne sais pas si tu l'es avec moi. Ben, moi, je nuancerais dans le sens où il y a un gaucho-capitalisme, parce qu'il y a une part du grand capital, mais ça c'est bien connu depuis longtemps, qui est en synergie avec la gauche sur le plan idéologique. Ils ne sont pas forcément d'accord sur le plan économique, mais ils sont en synergie sur le côté, on va dire, libertarien, au sens pas du tout américain du terme, au sens plutôt français, c'est-à-dire décadentiste. Il y a cette alliance entre le grand capital et le gauchisme. Et il ne faudrait pas l'oublier, cela. Donc il y a 2 volets. Et ces 2 volets attaquent l'Europe et les États-Unis d'ailleurs aussi. Une partie du capitalisme américain qui est quand même patriote qui existe, on l'a vu autour de Trump. Trump a suscité
un renouveau de l'industrie américaine réelle. Ouais. Et ça, c'est plutôt sain d'ailleurs. Bah oui, parce qu'en fait, le capitalisme, c'est ça encore. Ça encore, c'est une posture de droite, l'anticapitalisme. Il faudrait définir ce que c'est le capitalisme et pourquoi c'est mal. Et par quoi on remplace. Ça serait intéressant. Oui, ce sera une autre émission. Il y a un capitalisme créateur et il y a un capitalisme parasite. C'est pas les mêmes capitalismes. Non, mais de toute façon, on ne va pas résoudre le problème là, mais ce que tu dis est très intéressant. Mais après, je voulais juste nuancer parce que je dis gauchisme, tu as raison, mais il y a cet aspect capitaliste universel et autres, libertaire qui existe, mais qui n'est pas tout le capitalisme aussi. Donc il faut essayer simplement, moi je crois que l'esprit européen, qui était le sujet de début, hein, ouais. L'esprit européen doit se réaffirmer, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Ensuite, tu as raison sur le fait de dire qu'on jalouse un peu les États-Unis, mais il n'appartient qu'à nous d'être meilleurs, il n'appartient qu'à nous de faire justement cette Europe politique qui pourrait nous mettre devant les Américains, parce que s'il y avait une Europe unie glissant de la Russie, on serait devant les Américains de toute façon. On pourrait même inverser la polarité, que les Américains reviennent d'Amérique vers l'Europe pour nous renforcer démographiquement. Ça, on peut tout imaginer, mais aujourd'hui, faut pas rêver, là. Faut pas... Non, mais on n'est pas dans le contexte qui le permet. Mais de toute façon, c'est l'histoire de flux, de reflux, on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question qui n'est pas la question Europe ou Amérique. La question, c'est que va devenir l'homme européen au XXIe siècle, où qu'il soit sur Terre. Est-ce qu'il va survivre? Parce que si on regarde les données d'aujourd'hui, et ça, je pense que ce sera peut-être le bout de la fin, mais en 2100, non seulement la civilisation européenne va s'éteindre, mais il n'y aura plus d'Européens sur Terre, ou quasiment, ou dans des réserves comme les Amérindiens. Et c'est ce qu'on veut pour nos descendants et pour notre civilisation. Est-ce qu'on veut que tout ce qu'on a bâti finisse en poussière, ou est-ce qu'on veut sauver cette civilisation? Et c'est le vrai enjeu. Et un jour, l'Amérique woke pourrait détruire les quatre. Ça, c'est un exemple que je prends souvent. Il y a les statues du Mont Rushmore qui sont très connus. On voit 4 présidents américains. Il y a George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt. Ces 4 figures pourraient être détruites par l'Amérique woke. Pourquoi? Washington et Jefferson, ils avaient des esclaves. Abraham Lincoln voyait renvoyer les Noirs en Afrique. Et Theodore Roosevelt soutenait implicitement le Ku Klux Klan. Et sans parler de Woodrow Wilson et compagnie. Donc, normalement, l'Amérique woke peut faire sauter à la dynamite les 4 présidents américains du Mont Rushmore. Ce que je viens de dire là, je rigole, mais à peine, parce que ça peut arriver. Je suis sûr qu'il y a des Américains gauchistes qui ont ça en tête. Hein. Ah ouais, et ça, c'est la preuve que c'est pas l'Amérique qui est notre ennemi. C'est la preuve qu'il y a un ennemi qu'on retrouve en Amérique et chez nous, et que c'est cet ennemi-là qu'il faut vaincre, et qui est essentiellement nous-mêmes, en fait. Je suis d'accord avec toi. Donc, écoute, merci pour cette émission. J'espère que ça aura été enrichissant pour vous tous qui l'avez écouté, puisque c'était forcément un débat qui pouvait parfois partir un petit peu en digression ça et là, mais c'est normal. Et c'est aussi parce qu'on défriche une terre inconnue. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon objectif, c'est-à-dire vraiment de questionner nos postures et d'aller réfléchir contre nous-mêmes sur tous les sujets, et notamment ceux de l'Europe, de l'Occident, parce que je pense que, en réalité, pour conclure, ce questionnement, il est fondamental. Il peut paraître totalement anecdotique à plein de gens. Ça, j'en conviens. D'ailleurs, cette vidéo ne fera pas 100 000 vues, à mon avis. Mais par contre, en fait, les implications sont énormes. Ça veut dire, en fait, c'est par rapport à cette menace existentielle qui pèse sur l'Europe, comme tu l'as très bien décrite, Thomas, cette menace existentielle qui pèse sur l'Europe et les Européens, où qu'ils soient dans le monde, pour qu'on puisse y répondre, il faut qu'on analyse bien les forces en présence, qu'on analyse bien qui sont nos amis, etc. Et surtout qu'on s'unisse. Et donc, si on est désunis, si on est les uns contre les autres pour des raisons X ou Y qui sont secondaires par rapport au danger, je pense qu'il y a véritablement la possibilité qu'on disparaisse. Et donc, ce questionnement qui peut paraître bizarre, en fait, il vise peut-être à réparer, à rapprocher des gens qui partagent beaucoup plus entre eux qu'il y a de choses qui les séparent, et surtout quand on compare ça avec les autres populations, et surtout avec les menaces qui nous arrivent dans la figure. Bref, merci à toi, Thomas. Je pense qu'on a fait une émission qui était intéressante. Merci à vous tous qui avez suivi. N'hésitez pas à suivre Thomas sur ses réseaux. Vous aurez dans la description, évidemment, tout ce qu'il faut pour le faire. Et puis, écoutez, les amis, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, Thomas, à la prochaine. Salut. Salut tout le monde.